Et j'ai voulu comprendre. Voilà. Parce que, et au fil de mes lectures, ce qui était étonnant, c'est que plus j'avançais, moins je comprenais. Parce qu'il y en a qui disaient qu'il fallait manger ça, d'autres il fallait surtout pas le manger. Il fallait surtout insister sur tel type d'aliment et d'autres pas. Enfin bon, tout se mélangeait. Mais pendant un temps, après donc je suis allé à l'Institut Rousseau, anciennement Marchesso, me former en naturopathie à Paris. Et on m'a inculqué une ligne de conduite. Voilà, il faut manger selon les théories hygiénistes, plutôt végétalien, cru. Nous sommes des animaux frugivores en tant qu'êtres humains, etc., etc. Et j'ai vécu avec ça pendant quelques années. Je pensais que c'était comme ça. J'ai continué comme ça, et puis j'ai testé, moi aussi, végétalien, crudivore, et puis après mélangé, repas dissociés, alimentation associée, enfin vous savez un petit peu tout ce qui se fait. Et puis j'ai essayé progressivement, j'ai pris du recul. Et j'ai essayé d'être le plus objectif possible, parce que c'est pas facile de sortir et de dégager une certaine objectivité quand vous avez baigné dans un bouillon d'idées particulières pendant des années et des années. Et on y tombe facilement, enfin je veux dire, on tombe facilement dans des dérives sectaires entre guillemets, en imaginant que parce que ça a fonctionné un temps avec une personne, ça devient une loi biologique, une loi universelle, qui va fonctionner bien sûr donc avec tout le monde. Et c'est ça le piège. Ce que je vous propose en fait, c'est pas de découvrir les différentes façons de s'alimenter, c'est de partir de croyances, d'idées reçues, de dogmes qui sont posés, un peu admis par tout le monde. Vous savez, une idée reçue, quand elle est admise par tout le monde, on pense que c'est une vérité. Et de prendre un peu de recul par rapport à cette idée et d'avoir un certain esprit critique, un regard critique. Mais critique, ça ne veut pas dire c'est pas bien, c'est nul, etc. C'est savoir d'où vient cette idée, comment elle a été amenée, et est-ce qu'il n'y a pas une alternative à ça? Est-ce que voilà, d'autres personnes vivent sans manger ça, ça et ça? On a dit que c'était bon pour certaines personnes, alors que d'autres vivent sans ça, mais très bien aussi. Alors la question que je me suis posée en premier, et que je me pose depuis 20 ans, c'est, voilà, est-ce qu'on est des frugivores, végétaliens? Est-ce qu'on est plus proche du carnivore? On ne se pose pas beaucoup cette question. Est-ce qu'on serait peut-être plus proche du carnivore que du végétarien frugivore? Vous savez, les paléontologues, ils disent qu'on est des hommes du paléolithique, des Cro-Magnons, si vous voulez, un peu égarés au supermarché. Vous savez, avant... Ce qui fait qu'on se perd des fois dans des débats sans fin, sur le plan alimentaire, c'est qu'on pose mal les questions. Quand on veut débattre sur la qualité d'un aliment bon pour la santé, il faut tenir compte de tous ces facteurs. Donc vous comprenez qu'on va avoir un regard assez global sur l'alimentation. Les effets sur la muqueuse intestinale, les croyances en certaines propriétés énergétiques, etc., etc. Nous, on va se positionner dans cette journée comme l'aliment est-il un outil de santé? Mais outil de santé, ça veut dire quoi? La santé en naturopathie, elle se définit comme étant un prolongement de la vitalité, si vous voulez. C'est pas l'absence de symptômes. Comprenez, c'est pas parce que aujourd'hui j'ai pas mal au ventre ou à la tête que je suis forcément en bonne santé. Le naturopathe, son travail, c'est de vous amener au plus haut niveau de votre potentiel vital. On a besoin de matière pour vivre. Mais les aliments, ils nous apportent aussi de l'énergie vitale. Nous, en naturopathie, on en tient compte. Mais bien sûr, à part les aliments crus, etc., vous avez aussi plein de choses qui vont vous apporter de l'énergie vitale, les échanges humains, la nature, les rayonnements cosmiques, les rayonnements telluriques, enfin, il y a énormément de choses. Tout ça, on s'en charge. Et cette énergie va être répartie en 4 grands systèmes. Le système cortical, quand vous pensez, le système digestif, quand vous digérez, vous puisez de l'énergie. Quand vous faites de l'exercice physique, la libido, le fonctionnement global du corps, tout ça vous prend aussi de l'énergie. Et puis, le système émonctoriel, c'est le système qui nous permet d'éliminer. Donc, retenez une chose, c'est que quand l'énergie elle est dérivée dans un système, elle n'est plus disponible ou moins disponible dans les autres systèmes. Mais c'est toujours la même énergie qu'on a en nous. On ne peut pas en apporter plus. Par contre,
On peut en apporter plus en captant l'énergie à l'extérieur, ou en se reposant. Mais on ne peut pas la dépenser de façon intense dans tous les systèmes à la fois. Donc, si vous voulez, le sucre n'est pas considéré comme quelque chose de nuisible, de problématique. Donc, ça a permis de mettre en avant l'importance des céréales pour la santé. Et les uniques concessions que l'industrie agroalimentaire a acceptées, c'est de mettre des mentions réduites en sucre. C'est-à-dire que il fallait un peu réduire la quantité de graisse, Il fallait réduire la quantité de graisse un petit peu dans les aliments. Voilà. Mais surtout pas toucher au sucre. Les céréales sont même conseillées à tous les repas, que ce soit des céréales du petit déjeuner ou des céréales riz, maïs, enfin tout ce qu'on peut consommer, le pain, à tous les repas. Il en faut. C'est des recommandations nutritionnelles de l'époque, dont on va hériter. On va parler, nous, de sucre lent, bon pour la santé dans les années 80. Et on ne fera aucune différence entre les types de graisses. On réduit un peu les graisses, mais entre une graisse trans industrielle, une graisse saturée, insaturée, polyinsaturée, on ne fait aucune différence. Ça ne les intéresse pas à l'époque. On n'en est pas encore là. Et les industries, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont développer une politique. Manger pour maigrir, puisque c'est l'obésité le problème numéro 1, les maladies cardiovasculaires, mais après, très vite, dans les années 80, c'est l'obésité qu'il va falloir réduire. Donc, on va chercher à réduire les calories en réduisant les graisses. Donc, vous allez avoir les mentions low fat, ça existe encore. Pauvre en graisse. Si vous voyez ça, vous éloignez du produit, parce que ça veut dire qu'il est riche en sucre. Et pour pouvoir avoir un regard, on va dire, objectif sur toutes les thèses d'aujourd'hui, il faut savoir d'où l'on vient, ce que l'on mangeait et comment on s'est constitué pour pouvoir consommer ce qu'on consomme aujourd'hui. Alors, ça c'est notre histoire. On s'est différencié des primates il y a à peu près 3-4 millions d'années. On s'est un petit peu redressé. Lucie, 3 millions d'années, on a découvert l'outil il y a 2,5 millions, 1,8 million c'est le feu, et puis l'homme s'est redressé, Homo sapiens, à l'heure actuelle aussi, de quelques œufs chippés par-ci par-là, et parfois de petits rongeurs, petites souris, des petites choses comme ça, mais ça ne représentait même pas 5% de l'alimentation du grand singe. Et à l'heure actuelle, c'est 5 à 10%. Ce que je veux dire déjà, c'est que le végétalisme total, on verra qu'il n'existe pas dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de l'être. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que ça n'existe pas biologiquement. Certains sur Internet, les hygiénistes, vont vous dire la source d'énergie de base de notre corps, c'est les hydrates de carbone. C'est la chaîne du carbone, le cycle de Krebs, qui donne de l'ATP à partir du glucose, etc. Le sucre, glucose, hydrates de carbone. En réalité, nos ancêtres n'utilisaient pas cette source d'énergie comme source principale d'énergie. Il en existe une autre, parallèle, c'est-à-dire la dégradation des graisses en corps cétoniques, qui vont fournir un carburant d'exception, les corps cétoniques, et qui remplacent largement ce qu'on appelle le glucose comme source de base. Mais le corps, il a les deux systèmes. Et quand vous lui donnez beaucoup de sucre, il va utiliser le sucre comme source d'énergie. Quand vous lui donnez des graisses, il va utiliser les graisses qui deviennent des corps cétoniques. On va en reparler. Donc arrêtez de croire, tout ce qu'on vous dit depuis des années, que le sucre il est à la base de votre énergie, de votre fonctionnement, que le cerveau il ne peut pas se passer de glucose plus de X secondes, sinon vous allez vous évanouir. C'est n'importe quoi. Biologiquement, on le sait maintenant. Quand on fait des jeûnes, les chercheurs ont travaillé sur le jeûne, il n'y a pas d'apport de sucre, vous épuisez vos taux de sucre dans le corps, alors il y en a toujours un minimum pour certaines cellules qui ne peuvent fonctionner que grâce à ça, mais votre cerveau fonctionne avec d'autres sources d'énergie, etc. Donc cette thèse qui dit qu'il faut absolument des hydrates de carbone, la source de vie c'est les végétaux, c'est le sucre qu'il y a dans les végétaux, etc. Biologiquement, pour moi, avec l'état des connaissances actuelles, c'est faux. Mais vous le verrez au fil de la conférence. J'ai essayé de réfléchir à la notion de cru et de cuit. Et je me suis dit, si ça fait 1,5 million d'années qu'on cuit, c'est peut-être pas si dramatique que ça quand même. Et que ça a permis quand même quelques avancées. Vous savez, les crudivores, les
qui disent, voilà, notre alimentation, elle est faite pour être mangée tout le temps crue. L'avantage du cru, c'est que, à droite, vous préservez les nutriments. C'est vrai. Vous préservez certains nutriments, les vitamines hydrosolubles en particulier, certains acides gras qui ne s'oxydent pas, qui ne chauffent pas, voilà. Les vitamines, les enzymes. Hein, l'aliment contient aussi des enzymes. Et puis la charge vitale, celle dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la vie qui existe dans l'aliment, qui n'est pas mesurable scientifiquement, mais ça existe à mon avis. Donc quand on cuit, on détruit ça. Par contre, pour pouvoir extraire certains nutriments, quand la fibre est très dure, eh bien la perte est plus importante, la difficulté de la digestion de cette fibre est très difficile, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller chercher ces nutriments essentiels. Et que parfois la cuisson apporte la facilité digestive qui va nous permettre de contrebalancer ça. C'est-à-dire que les précieux nutriments, vitamines, oligo-éléments, minéraux, enzymes que nous croyons épargnés en mangeant cru nous coûtent en fait très cher car leur assimilation n'est pas garantie et la balance énergétique entre apport et coût au bout du compte n'est pas forcément positive. Ça veut dire que même si le fait de cuire va nous permettre d'aller extraire des nutriments qu'on n'aurait jamais extraits de toute façon. On avait énormément de systèmes de cuisson. À l'étouffer en particulier, on mettait des cendres, on mettait des feuilles, on enveloppait l'aliment dans la feuille et on l'enterrait et on laissait cuire à la tahitienne par exemple. Ça se fait encore à Tahiti, hein. On met tout sous terre. On cuisait à l'étouffée, on cuisait sur de la pierre, pas directement sur le feu. Voilà, il y avait toutes sortes de cuissons et il n'y avait pas que des benzopyrènes et des produits d'application dans toutes les modes de cuisson de nos ancêtres. Là, grâce à la cuisson et au fait de consommer des aliments de produits animaux beaucoup plus riches en calories, beaucoup plus faciles à extraire en termes nutritionnels, ça a libéré du temps de digestion. Et ce temps de digestion, en étant économisé, il va faire que l'énergie économisée va être disponible pour le développement du cerveau. Ça n'est que des hypothèses. Attention, ce sont des paléontologues, etc., dans l'histoire. Hein. Ils ont considéré que le fait d'avoir utilisé l'outil, déchiqueté la viande, cuit, mangé plus calorique, a fait que notre cerveau a pu se développer aux dépens du côlon. On n'a plus eu besoin de digérer des quantités énormes de fibres. Comprenez? Donc notre côlon, il n'a plus la même flore, il a évolué et il a pris moins d'énergie. L'intestin grêle, lui, par contre, tout ce qui était digéré et assimilé, il en avait beaucoup plus, donc a dû s'étendre. Et le résultat, c'est qu'en mangeant moins, longtemps, on avait plus de nutriments, on était mieux nourri, et notre cerveau a dû réfléchir à des stratégies pour aller chercher la nourriture, etc., et se développer. Et en particulier grâce aux fameux oméga 3 qu'on trouvait dans les viandes à l'époque. Dire que la viande c'est cancérigène, dans ce genre d'études, c'est ne pas ouvrir ses œillères et ne pas aller voir ce qui se passe dans le monde. Vous avez des populations qui consomment entre 20 et 80% d'alimentation carnée. Hein, c'est le cas donc, des aborigènes, c'est 30% de poisson, donc là c'est du poisson. Par contre, Bushmen ou Kalahari, c'est des petits animaux qu'ils arrivent à attraper, mais ça correspond à 20% de leur alimentation, ce qui n'est pas négligeable. Ils n'attrapent pas de cancer, hein, je veux dire. Et puis vous avez les Inuits qui consomment énormément de viande, enfin pendant des décennies, aujourd'hui beaucoup moins. Hein. Végétarien, il n'y a aucun souci, puisqu'on a des sources, on verra, de vitamine B12, d'oméga 3, de choses comme ça. Par contre, être végétalien, c'est-à-dire sans source animale, c'est tout à fait possible de vivre, j'en connais. Mais on va voir que ça peut poser de problèmes sur du long terme à certaines personnes. Pourquoi? Les hypothèses sont les suivantes. Quand vous êtes végétalien, vous n'avez aucun produit laitier ou produits animaux, il va vous manquer des EPA et des DHA. Je vous ai dit tout à l'heure que si on consomme que des noix, des noisettes et tout ça, on ne convertit que 5% de ces oméga 3. Donc il se peut que sur du long terme, du moyen terme, on puisse être carencé en graisse oméga 3. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre en étant végétalien. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que peut-être qu'en étant végétalien, on va se trouver à un seuil en dessous de son potentiel maximal. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de vitalité,
psychologiques, musculaires, etc. C'est mon hypothèse. Ensuite, quelques carences en acides aminés qui améliorent les performances, je l'ai dit à l'instant. Alors par exemple, vous avez la disponibilité du fer. On vous dit, le fer, il y en a plein dans les végétaux, c'est bien, on n'est pas obligé d'aller chercher dans la viande ou le boudin, etc. On aperçoit que les protéines animales sont plus riches et mieux équilibrées en acides aminés indispensables, c'est-à-dire que vous trouvez forcément dans la viande tous les acides aminés essentiels. Tout le temps, ça c'est une obligation. Et que les protéines d'origine végétale, eux, ont une moins bonne digestibilité. Alors elles ont moins de, vous avez la phrase, une meilleure valeur biologique et un indice donc PDCA supérieur pour la viande, donc c'est un indice particulier. Il y a moins de pertes en fait des protéines. Plus une protéine sera nutritive, c'est parce qu'elle se rapproche de notre structure. Plus elle est humanisée, moins elle a de transformation à subir, plus c'est facile pour notre corps de l'utiliser. Donc plus elle se rapproche de l'animal et de l'humain, mieux c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fait pour consommer que de la viande. On est d'accord, hein? Je suis en train juste... Donc imaginez, si je veux aller au minimum 0,7 g par kilo de poids, il faudrait que tous les jours j'ai 50 g de protéines. Si je les cherche dans les lentilles, qui est une légumineuse qui en contient déjà un petit peu, même pas mal, c'est-à-dire 9% ici, il faudrait que je consomme 600 g de lentilles pour obtenir le minimum. Mais dans ces 600 g de lentilles, est-ce que vous croyez, compte tenu de la valeur biologique de cette protéine-là et la quantité de fibres, que je vais en assimiler que je vais en assimiler les 50 g qu'il me faut? Pas du tout. Je vais avoir des pertes azotées, comme c'était noté tout à l'heure, qui vont aller au moins à 50-70%. Donc il faudrait que je consomme entre 1 et 1,5 kg de lentilles pour avoir ma dose de protéines à l'acide aminé. Vous imaginez la quantité qu'il faut consommer. Alors, la croyance qu'il y a sur les viandes, que je n'ai pas donné tout à l'heure, c'est qu'on vous dit qu'elles putréfient dans l'intestin. Ça date des travaux du docteur Kellogg, dont j'ai parlé ce matin. Il disait que la viande putréfie dans l'intestin, que ça crée des côlons. Alors c'est normal, ils ouvraient des côlons de gens qui avaient des cancers et des pathologies colorectales. Ils disaient, vous voyez, ils ont mangé de la viande, alors ça a donné ces côlons-là. Vous voyez les images, c'est sûr que vous n'avez plus envie de manger de la viande. Sauf que on s'aperçoit que la viande, on sait maintenant, elle est digérée où? Essentiellement, vous savez, dans l'estomac. Et quand elle sort de l'estomac, qu'est-ce qui reste? Le chyme alimentaire, qui est l'aliment prédigéré. Et il n'y a quasiment plus de protéines non digérées. Alors il en reste un petit peu, c'est le pancréas qui va finir le travail, au niveau du duodénum, il envoie des enzymes nucléases, etc., peptidases qui vont finir le travail. Et puis il peut rester, c'est possible encore, si on consomme vraiment beaucoup de viande, qu'on ne la digère pas bien, etc., une petite proportion d'acides aminés non digérés, en particulier du collagène, qui pourrait putréfier, mais qui est normalement neutralisé au niveau du côlon. Mais c'est possible. Mais ces putréfactions sont tellement négligeables, voilà, si vous mangez correctement, si vous associez bien les aliments, s'il n'y a pas trop de graisse, de viande en sauce, des choses comme ça, elles vont être très digestes et vous n'aurez pas de problème particulier de putréfaction. Il y a eu des mutations très 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 légères dans le génome. On croyait qu'il n'y en avait pas en 30 000 ans, mais il y en a un petit peu. Et ce petit peu fait parfois la différence d'un individu à l'autre. Il y a une adaptation génétique au végétarisme en fait. Et on va trouver cette adaptation avec la présence d'un gène, FAT2, qui est nécessaire pour l'extraction des acides gras essentiels des végétaux. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'extraire certains acides gras des végétaux. Eh bien, il y en a qui ont cette capacité-là plus que d'autres. Les végétariens ont-ils moins de maladies cardiovasculaires et une plus grande longévité? Eh bien, on pense que c'est dû à la viande qu'ils ne mangent pas, mais en fait, c'est n'importe quoi. Quand vous regardez, en fait, un végétarien, déjà, il a une hygiène de vie qui est nettement meilleure. En général, ils font plus de sport. Ils ne fument pas. Les végétariens mangent un peu plus de fruits, de légumes, d'antioxydants, de choses à peu près correctes. Moins de... Alors après, vous avez les omnivores qui vont consommer beaucoup plus de produits industriels à base de viande. Beaucoup plus de viande transformée, de charcuterie, avec des additifs dedans. Donc ça pose aussi des problèmes que n'ont pas les végétariens. Vous voyez? Et puis, la viande que l'on a, elle n'est pas bonne. Elle est élevée au oméga 6, je dis qu'il y a des déséquilibres, des structures pro-inflammatoires. Mais, quand vous faites l'observation
d'une personne qui serait végétarienne pour la viande, mais qui consomme encore du poisson, les taux observés de maladies cardiovasculaires, de mortalité par masse uriculaire, sont exactement identiques à ceux des végétariens. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on supprime une catégorie d'aliments, on améliore la qualité de la digestion. Déjà, on assimile un peu mieux, on a un transit qui est plus sympa, on allège un peu les temps de digestion, on économise de l'énergie vitale. Donc forcément, on a une légère amélioration momentanée. Passagère la plupart du temps, mais on se dit à ce moment-là, tiens, c'est vachement bien ce régime-là, il fonctionne. J'ai moins de ballonnement, je digère mieux, j'ai perdu un peu de poids. Voilà. Mais la question, c'est pas ça, c'est de savoir si ça va durer. Est-ce que c'est ce type d'éviction alimentaire qui va me permettre de m'améliorer tout au long de ma vie? Parce que sur le moment, ça marche toujours. J'arrête de cuire mes aliments, je vais avoir une amélioration. Ou alors passer du cru au cuit, parfois ça améliore aussi beaucoup de personnes. Vous voyez qu'après, de là on va en tirer des conclusions. Ce qui a marché pour moi pendant 2 mois, c'est le régime miracle. Mais ça ne marche pas comme ça pour tout le monde quand même. Mais sachez que dès que vous supprimez une catégorie d'aliments, vous avez des améliorations digestives. Déjà, moins de problèmes. Le problème, c'est le végétalisme. Le végétalisme, c'est possible, mais en général, voilà comment ça se passe. Les personnes, elles démarrent le végétalisme. Elles digèrent mieux. Et souvent, elles associent ça au crudivorisme. Pas toujours, hein. Des fois, il y en a qui font cru et végétalien, et des fois cuit et végétalien. Dans un premier temps, moi, tous les gens qui ont fait ça, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça. Vous perdez un peu de poids, vous améliorez la qualité digestive, si vous ne mangez pas trop de céréales et de fibres sur un même repas. En général, on s'aperçoit qu'on digère un petit peu mieux. Amélioration des paramètres biologiques, si vous êtes quelqu'un qui était en souffrance de cholestérol, machin élevé, comme on vous dit, profil lipidique, taux de triglycérides élevé, en quelques semaines, tout rentre dans l'ordre. La tension baisse, ça marche très très bien, surtout pour des profils sanguins qui en sont en surcharge. Et vous avez une amélioration de l'endurance. Sur le vélo, à la course à pied, vous sentez vachement mieux. C'est impressionnant. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, au bout de certaines X semaines, crudivore, végétalien, voilà ce qui arrive. Vous commencez à perdre de la masse musculaire. C'est un indice que vous perdez de la vitalité. Pour moi, c'est l'indice majeur de la perte de vitalité. Si ce n'est pas le cas, tout va bien. Hein. Perte de force et de vitalité. Sur l'endurance, la personne, elle est à l'aise. Elle va faire son footing, tout va bien. Vous lui demandez de soulever 3 sacs de ciment, elle n'y arrive plus. Elle perd de la force physique, parce qu'elle a perdu de la masse musculaire, donc de la puissance. Alors le soja, qu'est-ce qu'on en pense? Allez, vite fait. Vous savez que le soja, il est accusé de tout maintenant. Et vous trouvez des allégations, puisqu'on est dans les croyances, de type le plasma d'un enfant nourri au lait maternisé à base de soja contient 13 000 à 22 000 fois plus d'œstrogène que le plasma des enfants nourris au lait de vache maternisé. Vous savez, on vous dit, si vous nourrissez votre enfant au lait de soja, eh ben, il va lui pousser des seins, il va muter en fille, parce que c'est plein d'œstrogène, il va devenir stérile. On confond concentration plasmatique en isoflavones, qui sont en fait des dérivés œstrogéniques qu'on trouve dans les plantes, mais qui n'ont rien à voir avec la même quantité d'œstrogène qu'on fabrique. C'est du 1 pour 1000 ou 10 000. Donc ce n'est pas du tout les mêmes molécules. L'être humain, vous pouvez consommer, il n'y a pas d'effet sur la fécondité non plus, il faut arrêter, c'est n'importe quoi. J'ai regardé tous les travaux qui ont été faits. Vous allez trouver des allégations du type un bébé nourri au lait de soja reçoit l'équivalent en œstrogène d'au moins 5 pilules contraceptives par jour. Par contre, attention, un bébé ne doit pas être élevé au lait de soja, un nourrisson. Il n'y a pas tous les acides gras essentiels, toutes les protéines assimilables, etc. C'est pas du tout adapté au bébé, hein, le lait de soja. Non mais après, il faut arrêter les études, il faut aussi regarder ce qui se passe dans le monde, quoi. Je sais pas, à un moment donné, il faut avoir un peu de bon sens. Aussi pour digérer le soja, il faut une bonne flore, mais bon, ça en passe. C'est à Okinawa qu'ils en consomment le plus du soja, et c'est un peuple centenaire. Voilà. Bon.
Par contre, là-bas, ils consomment surtout des dérivés du soja, des produits fermentés, du miso et d'anam, voilà, plutôt que, bien sûr, le soja vert comme ça cuit, c'est indigeste au possible. Hein, voilà. Je passe sur les laitages, hein, mais non, vous savez, le laitage, c'est pas bon. À mon époque, c'était encore bon. Hein, les années 80, on en consommait, on ne se posait pas de questions. Mon père, lui, s'en posait. Il buvait déjà des laits végétaux. À l'époque, vous imaginez. Et, maintenant, vous savez qu'il y a des livres qui ont été écrits, beaucoup sur le soja, etc. Mais maintenant, c'est tout l'inverse. Sur le lait, pardon. C'est tout l'inverse. Tous les produits laitiers sont mauvais. Tous les produits laitiers donnent le cancer de la prostate et du sein. Ça, c'est Dixit, monsieur Joyeux, on va voir tout à l'heure. Premier argument. Moi, je vais reprendre tous les arguments les uns après les autres. Le lait UHT que vous achetez au supermarché, c'est un lait industriel. Au final de calcium, c'est pas physiologique. Par contre, de temps en temps, ne pas manger, c'est physiologique. Si on se réfère à notre évolution. Et le fait que les religions préconisent le jeûne avec le carême, le ramadan, c'est autre chose. C'est une approche spirituelle, parce que le jeûne a toujours existé, mais on va dire que c'est pour couper le matériel, se couper du matériel. Et on voit que pendant le jeûne, on a une... comment dire, on n'est pas clairvoyant, mais on est détaché de la matière. Les corps cétoniques nous rendent un peu plus lucides intellectuellement. Donc on dit que c'est plus propice pour s'ouvrir à la spiritualité. Mais c'est certainement aussi dans une base physique. Hein. Physiologique, puisque ça a toujours existé. Mais c'est dans une base de purification aussi. À quoi sert le jeûne? Eh bien, on s'aperçoit que c'est juste une période de repos organique. Il faut vraiment le considérer que comme ça. Le corps se repose. Point barre. Il n'a plus la digestion. Vous le mettez au repos, il ne va pas courir, machin. Et puis, vous en profitez pour rattraper des éliminations en retard. C'est ça le jeûne. C'est ça qui est intéressant. Tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que vous étiez en surabondance, toujours en train d'assimiler, et bien maintenant vous allez laisser le temps de vous désassimiler. Il y a des effets particuliers sur le foie. Quand on jeûne, on active des systèmes enzymatiques qui sont détoxifiants. C'est une des rares façons de stimuler notre foie pour ça. Vous jeûnez un jour, votre corps va utiliser le sucre que vous avez dans le corps, dans le foie, et vous nourrissez de ça, de vos réserves. Au bout de 24 heures, il n'y a plus de sucre dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Pendant à peu près 5 jours, il y a une phase d'adaptation. Il n'y a plus de glucose, donc le corps va trouver une autre source d'énergie, et ça va être les acides gras. Et donc il va brûler les graisses du corps et les transformer en corps cétoniques. On a vu tout à l'heure. Ces corps cétoniques vont devenir le carburant numéro 1, mais la transition dure entre 3 et 5 jours, à peu près 2 et 5 jours. Au-delà de 5 jours, vous n'avez plus de sucre du tout, rien, que des corps cétoniques, et vous fonctionnez avec ça. Et c'est à partir de là que votre corps s'adapte. Vous passez de l'étape d'acidocétose ici, c'est une période qui parfois n'est pas très bien vécue parce qu'on a une augmentation de ces petits symptômes. Le jeûneur, il est content d'avoir des petits symptômes parce qu'il sait qu'il se passe quelque chose. Et au bout de 5-6 jours, tout roule. Vous faites maintenant 24 heures par semaine de fasting. Vous ne mangez pas un jour par semaine. Ça équivaut à une perte de graisse de 1 mois de course à pied 2 fois par semaine. En termes caloriques, de dépenses énergétiques. C'est pas mal, hein? Si vous êtes sédentaire, c'est une bonne solution pour compenser.